C'est quand même de l'artisanat dans l'usine, moi je vois les choses comme ça, parce que quand vous voyez les opérateurs, chacun est maître de son travail. On a ces turbines en cuivre qui sont ancestrales, qui sont traditionnelles. Et le geste qu'on fait, c'est le geste de confiseur qui était fait il y a des dizaines d'années déjà. Donc là-dessus, on est complètement dans la lignée de nos fondateurs et des confiseurs. Mais à côté de ça, si on prend le produit que j'ai sous les yeux, c'est une olive qui va être colorée de manière un petit peu différente, naturelle. Ça, c'est l'innovation, puisque je vais supprimer un ancien colorant pour mettre un nouvel ingrédient cacaoté. Donc j'ai bien un produit traditionnel et innovant à la fois. La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes. N'avez-vous jamais rêvé de visiter une confiserie ? Eh bien cette semaine, je vous dévoile les coulisses de la confiserie François Doucet en compagnie de Ronan et Nicolas. Fondée en 1969 par François et Maggie Doucet à Oraison en Provence, la confiserie propose quelques centaines de produits qui vont de la pâte de fruits au pralino ace amando, leur spécialité. Au menu du jour, vous allez l'entendre, comment François Doucet fait le lien entre innovation et technique traditionnelle, ce qui leur permet de tirer le meilleur de chacun de leurs produits, mais aussi quels sont les secrets d'une pâte de fruits réussie et tout ce à quoi il faut penser lorsque l'on veut en refaire chez soi. Et enfin, leur engagement et leur volonté de planter leurs propres amandiers. La confiserie propose d'ailleurs de parrainer votre propre petit amandier. Bonne écoute! Bonjour à tous les deux. Déjà, est-ce que vous pourriez, chacun de vous, vous présenter en une phrase ? Je suis Nicolas Mess et je suis au service R&D de l'entreprise François Doucet Confiseur. Et moi, je m'appelle Ronan Autré et je suis le dirigeant de l'entreprise. Et est-ce que vous pourriez aussi, du coup, décrire la confiserie François Doucet en quelques mots ? Les objectifs, toute la vision un peu de François Doucet Moi, je pense que c'est une aventure familiale de passionnés qui aujourd'hui continue par l'intermédiaire justement de Nicolas à mettre en œuvre des matières premières locales avec un vrai savoir-faire de confiseur, avec un ADN provençal et engagé. Voilà, c'est ça. Trouver les fruits de qualité de nos régions, en particulier, quand on ne peut pas faire autrement. Oui. Mais c'est vraiment l'objectif, c'est ça, quoi. Travailler avec des produits de qualité et de la région. Très bien. Et pour commencer donc avec un peu une actualité, donc j'ai vu que vous aviez pour projet de faire donc votre arboretum qui a commencé un peu, si je me trompe pas. Déjà, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors l'arboretum, c'est un jardin en fait, on peut appeler ça aussi jardin botanique, dans lequel on va retrouver toutes les variétés, les espèces végétales qu'on met en œuvre dans nos confiseries. Donc ça va être les arbres fruitiers, donc comme l'abricotier, le poirier, un figuier, les arbres à fruits secs, amandiers, noisetiers, et aussi toutes les autres espèces végétales, donc que ce soit des plantes aromatiques comme de la lavande, du romarin, du thym, qu'on utilise dans nos confiseries, que ce soit les pâtes de fruits ou les pralinés. Et puis on a aussi des raisins, puisqu'on fait des raisins macérés, donc on a quelques plants de vigne qui seront uniquement destinés que à la bouche, on va pas faire du vin avec. Pourquoi avoir choisi de faire cet arboretum ? C'était quoi le projet ? Alors on avait une contrainte, il y avait une parcelle qui n'était pas constructible, qui était donc finalement abandonnée, délaissée, qui faisait un petit peu, tâche, je sais pas ce que tu en penses Nicolas, mais dans le paysage, dans notre environnement en tout cas. Il y a en plus des bâtiments qui sont construits, donc c'était un petit peu dommage d'avoir cette terre à l'abandon, donc on a contacté les propriétaires qui étaient une famille. On leur a présenté ce projet-là et puis du coup on a pu racheter cette parcelle et faire un beau jardin. À la fois c'est beaucoup plus accueillant pour les collaborateurs, c'est un parking qui permet d'accueillir les visiteurs à la boutique, et puis pour nos voisins qui habitent les maisons à côté, c'est un environnement un peu plus agréable qu'une terre abandonnée.
Écoutez, merci beaucoup. Donc en première partie, je vous propose de revenir un peu sur l'histoire de la confiserie, mais sous le prisme des saveurs. Donc tout d'abord, la première question, c'était quoi la toute première création de la confiserie ? La praline Ace Amando, voilà, c'est un des premiers produits. Après, bien sûr, Monsieur François Doucet faisait aussi beaucoup de pâtes de fruits. Et donc, Oui, très vite, on a fait des pâtes de fruits. Mais c'est vrai que toi, Nicolas, la praline, voilà, comme tu es on va dire opérateur ça, c'est le centre Ouais. de l'entreprise, oui. Et ce produit-là, tu le produis encore toi-même On dans le les turbines produit comme il le produisait à l'époque, donc ça fait 50 ans, Ouais, c'est un ça. peu plus de 50 ans. Ouais. Et c'est-à-dire, c'est produit comment ? C'est une façon bien à nous de praliner, parce que vous avez plusieurs façons de praliner. Bon, après, je ne sais pas s'il faut le cacher ou pas, hein, parce que bon, à une époque, c'était une salle secrète, la salle de pralinage. Ouais, on la montre Donc, peu. il y a le système de pralinage, on va dire, comme vous pouvez voir dans les foires, les fêtes foraines, c'est-à-dire une turbine où il y a des noyaux comme des cacahuètes. Moi, je dis noyau, c'est l'intérieur du bonbon, hein. Donc, où il va y avoir le noyau et on va lui appliquer un sirop. Et qui, en chauffant, va s'évaporer, il va rester plus que le sucre dessus. Donc, ça, c'est une façon de praliner. Donc, nous, c'est pas la nôtre. Nous, Par opposition. voilà. Mais en quelques mots, on va prendre nous-mêmes les amandes de Provence, on va les torréfier, ensuite on va les enrober donc de sucre, et puis de quelques recettes, quelques ingrédients qui font le secret de fabrication. d'herbe. Et après, voilà, comme dit Nicolas, on va lui rajouter un petit agent d'enrobage aussi pour terminer le produit. Et c'est vrai que c'est ce que tu fais dans les ateliers de chocolat avec les équipes. On a parlé de la première création de la confiserie, mais la toute dernière, c'était quoi ? Les dernières, ça va être cette gamme ici là qu'on a sous les yeux. C'est une gamme de ce qu'on appelle les carafes fruitées. Donc c'est une confiserie qu'on a voulu naturelle. Donc on est parti d'une bille sans gluten. Donc on a remplacé notre bille de céréales classique par une bille sans gluten. Et on n'a mis aucun colorant. Donc notre chocolat blanc est coloré avec du fruit et de la poudre de fruits. Ce qui permet à la fois de colorer la confiserie, mais aussi de lui donner de goût et d'avoir ce qu'on appelle les clean labels, hein. C'est une composition d'ingrédients qui soit la plus naturelle possible. Et on a eu le plaisir, et c'est vrai que c'était une vraie satisfaction aussi pour Nicolas et toute l'équipe, d'avoir gagné un prix au concours de l'ISM. Donc l'ISM, c'est le grand rendez-vous mondial des confiseurs, et on a eu la 3e place sur ce concours de l'innovation. Donc ça vient récompenser le travail que fait Nicolas en R&D toute l'année. Ouais, bon, après, je me sens pas seul acteur de ces réussites quand même, hein. C'est vraiment l'entreprise entière, parce que je travaille avec tout le monde en fait. Voilà, c'est plus un collège d'acteurs pour tout ça qu'une personne, hein. Voilà. C'est vrai que là, on est dans le laboratoire de Nicolas, donc Nicolas, c'est ici qu'il va faire ses essais, on va imaginer avec Charlotte et l'équipe R&D les recettes, sourcer avec les achats justement les bonnes matières premières, les bons ingrédients. On va goûter. Généralement, tu vas avoir plusieurs allers-retours. Voilà. Et une des phases critiques, c'est l'industrialisation. C'est comment on passe de la recette qui est bonne quand on l'a faite en petite série, quelques kilos, à une production plus conséquente de 100, 200, 300 kilos, et qu'on respecte les mêmes critères à la fois organoleptiques, donc de goût, et aussi visuels. Il faut que le produit soit beau et bon. C'est tout l'enjeu, et je rejoins ce que tu dis, c'est que c'est un travail d'équipe, parce qu'il y a plusieurs étapes qui sont clés pour faire d'une nouveauté un succès. Ah, évidemment, et justement, généralement, ça se passe comment, de transposer ces petites quantités en quantités beaucoup plus importantes ? Comme je viens du secteur production, donc j'ai déjà une idée de ce qui est faisable ou pas. C'est quand même important de connaître tout ce qui est machine, et autant les machines, autant on va dire la matière première que vous mettez en œuvre. Parce que une matière première qui est molle, elle ne va pas se travailler pareil qu'une amande, une noisette. Par exemple, on fait des fruits confits, citron, orange. Je veux dire, on ne va pas mettre la même quantité, le poids, sinon il y a tout qui s'écraserait, enfin ça serait une catastrophe. Donc ça, il faut quand même être passé par les ateliers pour arriver quand même à bien comprendre tout ça. Je pense que l'intérêt aussi que tu sois passé par la production avant de faire la R&D, c'est que tu viens souvent, comme tu connais les contraintes,
tu viens souvent avec les solutions. C'est-à-dire que on aura fait une première recette, imaginez une certaine quantité, une certaine manière de faire. Toi, quand tu vas faire cette recette-là, tu vas avoir des problèmes et tout de suite, en fait, il va venir avec déjà l'idée de la deuxième recette. Fort de son expérience, justement, d'avoir dû résoudre pendant X années. C'est combien de temps que tu es chez nous ? 14 ans bientôt. Voilà. Ouais. Donc 14 ans de production, forcément, vous avez eu des problèmes et donc vous avez déjà des idées de manière de résoudre les difficultés en production. Donc c'est aussi Voilà, ce qui fait que ça fonctionne bien avec Nicolas en R&D, c'est que derrière, quand il nous dit j'ai pas réussi la recette, on sait déjà qu'il va nous dire j'ai pensé à ça, voire même des fois il a fait déjà une recette numéro 2. Après, comme je vous disais, je suis toujours en relation malgré tout avec les chefs d'atelier, voir ce qu'ils en pensent aussi. Voilà, que ce soit pâte de fruits, chocolat. Et bon, les responsables production aussi pour que ça soit des mises en œuvre aussi rentables, hein, parce que bon, il y a des produits qui pourraient être faits, mais industriellement, bon, c'est trop long. En 2019, on fêtait les 50 ans de la maison, et donc on avait sorti plein de recettes autour du Praleno et Isamando. Et donc on avait imaginé des recettes à la lavande, à la fleur d'oranger, à la cannelle. Et c'était très très bon au labo. Et quand on est passé à l'étape industrielle, là ça a été une autre paire de manches, on a vraiment galéré pour pouvoir mettre en œuvre de la cannelle à plus grosse échelle. Ouais, et c'est vrai que c'est ce que tu dis, compliqué. tu avais vraiment échangé avec l'équipe. Oui, parce que bon, c'est pas tout d'arriver à le faire soi-même, mais c'est qu'il faut aussi que tout le monde puisse le réaliser, quoi. Et on va dire que ça soit réalisable à tous les coups, quoi. Pas à chaque fois planter une production parce que c'est compliqué. Évidemment, on a cet aspect en fabrication. Au plus c'est compliqué, au moins on saura le faire. Au moins des concurrents pourront le faire, quoi. C'est ce que je me dis à chaque fois. Il y a un peu cet enjeu-là, donc il faut arriver à jouer avec ça, quoi. Voilà. C'est vrai, c'est ce que je dis souvent. Plus c'est difficile pour nous, il ne faut pas que ça nous décourage, mais qu'au contraire, on se dise que si c'est difficile, ça veut dire que ça sera un avantage concurrentiel. Et comme tu dis, c'est vrai qu'on est sur des métiers manuels. Il n'y a pas toujours une procédure formalisée, simple, des automatismes. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que ça marche. Il y a vraiment l'intervention humaine qui fait qu'il y a une certaine irrégularité, variation entre les personnes qui font ou pas les recettes. Et c'est ça qui fait que parfois... personnes, la matière première, parce que la matière première n'est pas tout le temps stable. Donc vous pouvez avoir des produits qui varient. Donc bon, dans ce cas-là, souvent on peut faire une réclamation auprès des fournisseurs, mais la matière première c'est vivant. Donc bon, les amandes de cette année, elles vont pas être comme celles de l'année prochaine, etc. Elles vont être plus plates, moins rondes parce qu'il n'a pas plu, parce que ceci, parce que cela. Donc il y a le facteur matière première qu'il faut arriver à identifier. Ensuite, vous avez le facteur machine et le facteur humain, quoi. Donc, tout ça combiné, ça peut aboutir à une réussite ou pas. On en reparlera peut-être un peu après de vraiment des techniques et comment vous travaillez les produits. Mais c'est quoi chacun votre saveur préférée et votre produit préféré de la confiserie ? C'est une question difficile parce que je pense que... Quand on est rentré dans l'entreprise, on a tous pris 5 kilos à force de tout manger. Moi, je mange tout. Ouais. Je mange tout. Donc, quand je me lasse d'un, je vais sur un autre, en fait. Après, c'est sûr qu'on peut être attiré par des chocolats d'origine. On peut être attiré par ça. Nous, après, notre avantage, c'est qu'on est vraiment dans la confiserie. Donc, ça touche vraiment à beaucoup plus de produits que la chocolaterie, quoi. Je trouve ça beaucoup plus varié, quoi. Moi, je vais quand même réussir à identifier 2 produits. Alors, une pâte de fruits, pour moi, c'est la framboise. Je trouve qu'elle a vraiment un goût intense. Et on voit les akènes de la framboise, ces petits pépins. Là, et c'est vrai je trouve qu'on a vraiment l'impression de manger un fruit presque cueilli. Il y a vraiment un vrai goût de framboise et une texture. C'est vrai que c'est le travail qu'on fait sur la pectine qui est vraiment fondante. Donc, j'ai vraiment pâte de fruits framboise, c'est mon petit péché mignon. Et après, sur la partie chocolat, je suis assez satisfait de l'amande Vietnam. Donc c'est une amande de Provence, calibre 36-37. Donc ce sont les amandes les plus grosses qu'on ait, qui est enrobée d'un chocolat d'origine Vietnam, un chocolat à 73%. Et voilà, c'est juste une amande, du chocolat. Donc la liste d'ingrédients est assez simple. Et on a un produit, je trouve, qui est vraiment très, très intense.
Ouais, après les personnes qui aiment plus sucré, on peut conseiller le velours d'amande par exemple. Donc ça c'est une praline enrobée de chocolat blanc et de praliné avec poudré de cacao. Et donc c'est aussi excellent. Bon, on se dirige vers un autre goût que du chocolat d'origine, quoi. C'est beaucoup plus sucré, quoi. Voilà, et après il y a tous les perles de fruits aussi, comme tu disais que tu aimais la framboise. On peut retrouver aussi les saveurs de la pâte de fruits associées avec le chocolat. Et là on a travaillé dessus, par exemple sur les perles fraises, donc qui associent donc la technologie de la pâte de fruits avec le mogul et l'atelier chocolat avec justement aussi les poudres de fruits fraises avec des inclusions de fraises aussi dedans, quoi. Donc on arrive à un produit assez sophistiqué et voilà. Et pour clore cette première partie, j'ai une dernière question. C'est quoi pour vous la place de la confiserie dans le paysage gastronomique français ? Pour moi, elle est en fait historique. Justement, je pense que ça fait partie de notre spécificité culinaire française, d'avoir ces petites douceurs qui sont faites avec amour, et chaque région française a sa petite cartographie. Donc il y a une culture derrière notre métier, un vrai savoir-faire. Et notamment en pâte de fruits, ouais, parce que c'est typiquement français, quoi. On pourrait croire que la pâte de fruits c'est mondial, mais en fait c'est typiquement français, quoi. Voilà. Je veux dire, de tout temps on a voulu conserver les aliments, le sel, le fumage, etc. Donc aussi en pâte de fruits, et la pâte de fruits c'était français, quoi. Et le sucre qui vient conserver en fait le fruit, quoi. Et donc c'est vrai que pour moi c'est une place un peu unique à part, et historique et culturelle en fait. Non mais c'est ça, et souvent chaque région a vraiment ses spécificités en termes de confiserie. Du coup d'ailleurs pour la région, qu'est-ce que ça La pâte de fruits maintenant est grâce à François Doucet confiseur, mais on a énormément d'arbres fruitiers dans la région. Et sur la carte de France des confiseries maintenant, on peut être fier de nous, mais les pâtes de fruits de Provence sont ancrées dans la pâte de fruits. Oui, ou les fruits confits aussi. Et les fruits confits aussi, ouais. Après on peut aussi parler des calissons, des nougats, qui sont aussi des spécialités de la région, qui viennent spontanément à l'esprit. Et c'est vrai que la Provence, avec ses 13 desserts et cette habitude, cette tradition d'avoir des desserts et de multiplier les desserts, je pense qu'on a aussi une place à part dans la confiserie française avec nos spécialités. Ouais. Bah écoutez, en deuxième partie, je vous propose de revenir vraiment sur les saveurs qui vous inspirent au quotidien et tout votre engagement en règle générale avec la confiserie François Doucet. Donc déjà, combien de types de confiserie est-ce que vous proposez ? On vend 1000 produits différents par an. Après, il y a différents conditionnements. Donc c'est environ 300 références, 300 produits. Donc c'est très large, hein. C'est une palette très large de saveurs. Voilà. 300 recettes différentes par an qu'on met en œuvre. Et vos recettes phares ? On a déjà un petit peu commencé à en parler tout à l'heure. Il y a donc le pralino Issamando sur l'atelier chocolat. On va aussi retrouver l'olive. Donc je ne sais pas si tu veux présenter la recette de l'olive. Oui, l'olive c'est une amande torréfiée, voilà, enrobée de chocolat noir et de chocolat blanc, quoi, coloré. Et ça c'est une base d'olive. Donc c'est un clin d'œil à l'olive, le fruit, hein, et donc on fait visuellement ça ressemble aux olives, on le fait de 4 couleurs différentes. Et après il y a tout ce qui va être nos recettes phares, ça va être ce qu'on appelle le pralino poudré, donc c'est une amande torréfiée, une petite couche de nougatine et du chocolat noir. Donc on a vraiment l'alliance du noir et de l'amertume, et on a aussi le côté sucré avec l'amande. Et après sur les pâtes de fruits, même si on a lancé des gammes très différentes, innovatrices avec des poudres de fruits ou des arômes, finalement les consommateurs sont attachés aux saveurs classiques. Donc ça va vraiment être les saveurs fraises, framboises, abricots, poires, ces 4 parfums-là qui vont représenter le cœur des ventes. Sur votre site, vous présentez votre travail en sorte que vous mêlez technique ancestrale et innovation gourmande. Donc ça c'est peut-être plutôt pour toi Nicolas, comment est-ce qu'on mêle ces deux techniques? C'est quand même de l'artisanat dans l'usine, moi je vois les choses comme ça, parce que quand vous voyez les opérateurs, ils sont maîtres, chacun est maître de son travail. En chocolat notamment, en pâte de fruits ça paraît plus industriel, mais bon, c'est quand même... Voilà, on ne travaille pas, c'est pas au chaudron, mais bon, c'est pas un désavantage pour nous, parce que ça permet d'avoir un goût plus fruité,
qu'au chaudron éventuellement on aurait un goût un peu plus caramélisé, voilà, donc c'est plutôt un autre avantage. On a ces turbines en cuivre qui sont ancestrales, qui sont traditionnelles, et le geste qu'on fait, c'est le geste de confiseur qui était fait il y a des dizaines d'années déjà. Donc là-dessus, on est complètement dans la lignée de nos fondateurs et des confiseurs. Mais à côté de ça, si on prend le produit que j'ai sous les yeux, c'est une olive qui va être colorée de manière un petit peu différente, naturelle. Ça, c'est l'innovation, puisque je vais supprimer un ancien colorant pour mettre un nouvel ingrédient cacaoté. Donc je suis là avec ce produit-là, je suis dans la tradition, puisque je le fais de manière traditionnelle avec le savoir-faire du confiseur. Et j'innove parce qu'aujourd'hui, les consommateurs ils veulent des produits plus naturels. Et donc là, je viens supprimer un colorant de synthèse et je viens mettre un ingrédient. Donc j'ai bien un produit traditionnel et innovant à la fois. Et utiliser ces techniques ancestrales, qu'est-ce que ça apporte vraiment en termes de goût ? Par exemple, tu disais que la pâte de fruits, le faire au chaudron, ça, en fait, finalement, on perdrait en qualité fruitée. Donc... Pour moi, ça, c'est mon avis. Je veux dire, je dis pas au chaudron, c'est très bien, mais on arrive à un résultat différent, quoi. Donc ça dépend un peu, où vous voulez vous situer, quoi. Sur la partie chocolat, l'intérêt de la turbine en cuivre par rapport à l'inox, tu peux peut-être en parler un petit peu aussi. J'en vois pas. D'accord. Là, quand on en parle avec Alexandre, lui, pour avoir turbiné dans du cuivre et dans de l'inox, il trouve que l'enrobage se fait de manière plus homogène en fait sur du cuivre par rapport à de l'inox. Bon, après, ça c'est peut-être une question de point de vue. Ouais, l'intérêt sur de la pâte de fruits, nous, le but c'est de sublimer les matières premières. Donc la technique, le matériel, les outils d'aujourd'hui en 2021 doivent nous aider à améliorer le goût et le faire de manière la plus naturelle. Donc nous, on va toujours faire nos choix techniques et d'investissement et de matériel pour pouvoir être au service du goût et de la naturalité de la recette. Donc c'est pour ça qu'on a aussi acheté quelques nouvelles machines, je pense au spray, où là on n'est plus dans du traditionnel, mais ça nous permet de venir enrober de manière très fine et délicate, ce qu'on ne peut pas faire à la louche de manière traditionnelle. Avec un spray, je peux venir enrober des petits gruets de cacao, des petits raisins. Donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre finalement. Ce qui compte, c'est le goût et le visuel du produit. Ça ne va pas affecter le goût en pâte de fruits éventuellement, oui, c'est ce que je vous disais. Quelque chose qui est cuit au chaudron et par rapport à nos cuiseurs, c'est différent. Mais en chocolat, c'est juste l'application du chocolat. Donc le noyau reste le même, le chocolat reste le même. Après, il y a évidemment l'épaisseur des couches qu'on peut peut-être mieux maîtriser avec un spray, mais le spray va s'appliquer plutôt à des produits qui sont beaucoup plus petits, qu'on ne peut pas faire à la louche. Donc en termes de goût, je vois pas de... Disons que la cuisson de la pâte de fruits, si on le fait sur un chaudron ouvert, c'est un petit peu comme à la maison avec une casserole, et que j'ai mon feu concentré en dessous, il y a le risque de brûler la pâte de fruits, si on ne fait pas suffisamment attention et qu'on ne mélange pas. L'intérêt de la cuisson telle qu'on la pratique, c'est un petit peu comme une cocotte minute, où finalement j'ai surélevé mes produits, et j'ai toute une atmosphère chauffée, ce qui fait que j'ai une cuisson homogène et j'ai pas le risque de brûler. Le parallèle, c'est un petit peu ça sur la pâte de fruits, c'est qu'aujourd'hui on a une cuisson qui est vraiment une technique de cuisson qui nous permet d'avoir une cuisson homogène sur tous les ingrédients qui sont mis en œuvre, où on préserve et on n'a pas le risque de brûlure. Et par contre, la partie traditionnelle, on va la garder sur les étapes de sucrage, de découpe à la main, où là on peut avoir des choses qui sont beaucoup plus qui sont contrôlées et qui sont régulières avec une découpe manuelle. Après, dans toute la partie innovation, on recherche des produits naturels. Donc donc pour moi, innovation et confiserie, ça m'arrête très bien, quoi. C'est innovation et puis on peut dire nouveauté aussi. Voilà, sans dire que on change pas tout, mais bon. Justement, comment est-ce que vous mettez au point des nouveaux produits ? Quel est le processus en fait ? Déjà, qu'est-ce qui vous inspire une nouvelle saveur ? Et puis peut-être, je sais pas toi Nicolas, comment tu fonctionnes ? Est-ce que souvent tu te dis je vais reprendre des produits qu'on faisait déjà ? Tu vois, par exemple le pralino en essayant de, je sais pas, l'améliorer, ou est-ce que t'inventes des nouveaux types de produits ? Comment est-ce que ça se passe ? Une innovation peut être due à une demande. Ça peut être une demande du marketing, par exemple, parce qu'elle a des projets. Ça peut être une demande de la direction, parce qu'elle a des idées aussi. Une demande personnelle de peu importe l'acteur de chez François Doucet, on l'écoute. Pour compléter ce que dit Nicolas, c'est vrai que
Il y a une tendance de fond sur la naturalité, l'originalité, des nouveaux ingrédients aussi qui arrivent. Donc forcément, la direction, le marketing, on va insuffler des idées de produits. Il y a aussi en face la qualité, sur des insatisfactions de recettes, sur des difficultés techniques aussi qu'ils peuvent avoir dans les ateliers où on va être amené à changer une recette. L'amélioration continue. Voilà, donc. c'est ça. Donc c'est deux grandes tendances en fait, hein. Soit nouveauté, tendance, nouveau catalogue, innovation, soit amélioration continue, besoin d'améliorer, de reprendre une recette. Tous nos chocolats aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont colorés. Voilà, notre vocation, c'est de les avoir tous sur des ingrédients naturels. Donc ça, c'est de l'amélioration continue. On va pas changer on va changer la recette, mais on va pas changer forcément le goût, même si ça a un impact dessus. Ce ne sera pas un nouveau produit au catalogue. Oui, justement, je me demandais, comme vous êtes passé sur des gammes beaucoup plus naturelles, avec justement des colorants naturels, comment est-ce que ça s'est passé dans la confection pour ne pas changer le goût, justement, mais tout en prenant en compte le fait que les colorants naturels amènent un goût en plus? Des fois, vous n'avez pas le choix, le goût change. C'est-à-dire, en fait, vous voulez faire quelque chose d'autre avec... pour le consommateur veut que ce soit naturel, il faut aussi qu'il admette certaines choses, quoi. Il y a une éducation aussi à faire avec le consommateur. Voilà, je veux dire des produits qui sont rouges vifs, etc., avec des colorants donc non naturels, vous pouvez pas les faire avec des produits naturels. Donc c'est où vous voulez manger, entre guillemets naturel, bio, et on vous propose ça, on pourra pas faire autrement, quoi. Il faut l'admettre, quoi, à un moment, oui. Parce que... C'est sûr qu'on ne cherche pas à comparer, en fait. Si on compare, il faut juste se dire, voilà ce qu'on veut faire, on veut quelque chose de naturel, c'est parce qu'on sent que c'est meilleur pour le consommateur et c'est ce qu'on veut faire, c'est notre vision d'entreprise. Du coup, on fait nos produits, par contre, il faut que ce soit bon. Donc c'est ça qui compte, c'est de se dire à l'aveugle, je goûte, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce que c'est bon, pas bon, est-ce que c'est digne de s'appeler Confiserie François Doucet Confiseur. Et c'est ce sur quoi on travaille sur la recette. Parce que oui, c'est vrai que les colorants et les ingrédients pour colorer naturellement les confiseries, elles ont un petit goût. Et ça altère avec le temps, la lumière altère la couleur. Donc on a deux inconvénients majeurs. La perte de couleur et un petit goût qui vient modifier l'organoleptique du produit. À nous de faire en sorte que la confiserie soit bonne. Et comme je disais, un produit qui aurait une DLUO de 1 an, par exemple, il faut peut-être que le consommateur joue le jeu, quoi. Oui. Il accepte d'avoir un petit peu moins de durée, il accepte que ce soit... Voilà. C'est sûr qu'il y a un changement. On retourne dans le système du non naturel, quoi. Conservateur, etc. etc. Donc, si on veut quelque chose, on se dirige dans cette voie-là, il faut accepter aussi. C'est un peu tu te rappelles la campagne de pub sur les légumes qui était un petit peu moins jolie, oui. Et on disait finalement il est moins beau, mais il est bon, il faut le prendre. Nous, ce qui est particulier dans la confiserie, c'est qu'il y a un aspect visuel qui est important. Une confiserie qui est pas jolie, le consommateur la prend pas. On va être moins amené à l'acheter. Notre produit est particulier en soi, le visuel est important et ça fait partie de l'acte de consommation. Donc on peut pas le négliger, cet aspect-là. Ouais, bien sûr. Et après, d'un point de vue vraiment goût et saveur, d'où viennent un peu les nouvelles idées? Est-ce que vous pouvez aussi vous inspirer, je sais pas moi, de chefs pâtissiers ou de chefs cuisiniers qui ont fait telle alliance Mais moi personnellement, tout ce que j'ai fait, je me suis fié qu'à moi. Donc ça sort pas de copie extérieure, quoi, en fait. Tout ce qui a émergé d'ici, même si d'autres l'ont fait, ça a été propre à ce qu'on a fait nous, quoi. Pour dire, les poudres de fruits, comment expliquer, c'est une longue histoire. À l'époque, je devais faire des carrés de pralinés, donc qu'on devait enrober de chocolat. Praliné au Jean du Jacques, quoi, c'est un peu plus avec un peu plus de chocolat. Donc je devais mettre en œuvre ça, donc faire des petits carrés d'environ 1 cm². On devait les enrober. Et donc je devais mettre au point des intérieurs, du praliné, donc avec des inclusions, donc de la noix de pécan, du sésame, etc., etc. Et donc j'en suis venu à mettre de la poudre d'érel dans un chocolat. Je l'ai fait goûter, ça a plu. Et de là, ça a découlé, pour dire le système d'innovation. Là, on a découlé donc de cette poudre d'érel, on l'a appliquée sur les fraises, les mignonnettes fraises.
Sur les caras aussi, puisque du coup on a développé d'autres poudres. Et sur les pâtes de fruits, puisqu'on a appliqué ces poudres-là qu'on avait au chocolat, on les a appliquées aussi aux pâtes de fruits pour remplacer le sucre de grandissage par de la pâte de fruits. Donc on va dire c'est de par un projet peut vous amener à d'autres projets. De plus, vous avez donc en face de vous plusieurs matières premières. Donc moi je suis constamment en train de goûter ce que j'ai devant moi et je me projette un peu sur l'application possible, quoi. Voilà. Après, les tendances qu'on va voir au niveau du marketing ou de la direction, il y a aussi parfois, effectivement, on peut s'inspirer de ce que va faire un chef pâtissier. Moi, j'ai en tête le travail qui est fait au niveau des pâtisseries sur les réductions en sucre aujourd'hui. Nous, par rapport à la pâte de fruits, et on continuera à vendre des pâtes de fruits avec le sucre qu'on utilise aujourd'hui, mais il y a aussi forcément un intérêt à développer des pâtes de fruits qui soient réduites en sucre. Donc c'est un mélange des deux. Ouais, ça vous le faites de plus en plus ou... On fait déjà des gammes sans sucre ajouté, que ce soit au niveau du chocolat ou de la pâte de fruits. Quand on a mis justement ces poudres de fruits sur nos pâtes de fruits, on a réduit de 8% le sucre, donc il y a déjà eu des avancées dessus. Et après, Nicolas fait des essais, il y a des contacts pour pouvoir travailler d'autres types de sucres qui permettent d'avoir un IMC plus bas. Ça fait partie des sujets. Ouais. C'est des sujets qui sont chers aux consommateurs. Oui, mais après... Et c'est long, pour le coup c'est de la R&D assez long parce que quand on vient, c'est de la chimie, on vient changer l'équilibre de la recette. C'est la gélification de la pâte de fruits et le niveau de pH aussi sont impactés. Donc il y a un petit peu de travail et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Tant mieux si c'est difficile. Oui, mais c'est ça, mais c'est ce que j'avais demandé. Ça change vraiment toute la recette du début à la fin si on utilise un autre type de sucre. Oui, ça change la recette, la mise en œuvre. On parlait tout à l'heure dans les ateliers. C'est pas négligeable. Oui, la pâte de fruits de toute façon c'est une constante. On va constamment la surveiller, quoi. Dès qu'on a un changement de pulpe, il faut faire des analyses dessus, des tests. Donc le Brix c'est une chose, mais le pH il faut aussi surveiller de près. Voilà, parce que votre pâte de fruits elle va gélifier à un certain pH et si vous êtes au-delà, elle ne gélifiera pas. Donc en fonction de votre pulpe, on reçoit un nouveau lot de pulpe, il faudrait faire un essai à chaque fois. On ne le fait pas à chaque fois parce que en général nos fournisseurs on a des fiches techniques assez précises. Mais donc si vous faisiez une pâte de fruits avec vraiment des fruits différents, vous n'aurez pas du tout le même résultat, quoi. Oui, c'est ça. Une fraise ne se travaillera pas du tout pareil qu'une poire, par exemple. Ah oui. Ouais. C'est pour ça, nous on a un pH mètre, un réfractomètre. C'est basique, mais c'est obligatoire. Et si on veut le tenter à une échelle, je sais pas, à une échelle personnelle, chez soi, comment est-ce qu'on peut calculer un peu ce type de... Il y a un pourcentage de pectine à avoir, c'est entre 1 et 2%, je peux dire des bêtises, mais en gros c'est ça, 1-2% de pectine, et après au niveau des pH, vous allez souvent voir sur les recettes qu'il faut mettre un petit peu de jus de citron sur la fin, voilà, donc ça permet de faire tomber le pH, et en général ça va mieux gélifier en pH acide qu'en pH basique, donc voilà, c'est mieux d'être bas que haut. Après le problème qu'on a nous industriels, c'est que quand le pH est trop bas, on va avoir un effet de remouillage sur la pâte de fruits. Voilà, parce que plus le pH est bas, plus ça génère du sucre inverti et qui va faire du remouillage. C'est-à-dire que vous allez voir des pâtes de fruits, elles auront un aspect mouillé. Elles sont un peu mouillées. Donc ça, c'est un aspect très important pour l'industriel. Et est-ce qu'il y a des types de confiseries que vous avez déjà tenté, mais que vous avez arrêté pour une quelconque raison ? Est-ce que tu disais tout à l'heure, les carrés, c'était... Ouais, là, on a abandonné. Ouais. C'était bon, mais on n'arrivait pas à le faire de manière constante, régulière. C'était une source à problème. Oui, après, je veux dire, comme on parle d'innovation, c'est en perpétuel roulement, quoi, vous voyez. Les produits qui sont... des produits phares, on ne les changera jamais parce qu'une praline ou une amande avec du chocolat noir dessus, elle se suffit à elle-même. Mais il y a des produits comme le goût du consommateur change, c'est pareil. Du coup, ce qui ne marche pas, on va les abandonner et puis d'autres nouveautés prendront le relais, quoi.
Généralement, vous les abandonnez soit parce que ça marche pas d'un point de vue consommateur, ou est-ce que parce que c'est trop long? Il y a les deux, effectivement, c'est essentiellement comme tu dis, parce que le produit marche pas commercialement et donc on tient plus les volumes. Mais il y a aussi cette logique de, voilà, le produit il doit être beau, on doit maîtriser la recette, il faut pas qu'il y ait de réclamation, donc il faut que d'un point de vue qualité du produit, on doit être au rendez-vous des consommateurs. Donc ça peut être les deux explications. Si c'est trop difficile à faire ou que le produit n'est pas satisfaisant, qu'on a on a un manque de goût ou pire qu'il y a des réclamations, dans ces cas-là on arrêtera le produit. On a une rotation, c'est tous les ans on sort une vingtaine de recettes, on va dire 20-25 recettes, et puis on a voilà, une dizaine qui disparaissent. Tout ce qui est innovation, c'est plus compliqué actuellement. Tous les produits proposés en général amènent une complication supplémentaire, dans la fabrication. Par exemple, là on va enrober avec des poudres de fruits, ça va augmenter la viscosité. C'est pas infaisable, loin de là, hein. Mais voilà, ça c'est plus difficile. C'est plus difficile, quoi. Vous avez donc des temps qui se rajoutent parce que ça va doubler, donc il faut le dédoubler, etc. Donc, après, en plus, vous travaillez quasiment uniquement avec des saveurs régionales et locales. Déjà, comment est-ce que vous choisissez vos produits, et est-ce que ça signifie que il y a certaines saveurs que vous ne travaillerez peut-être jamais parce que c'est pas du tout local? Pour répondre à ta dernière question, je pense pas que je m'interdirais de lancer un produit sous prétexte que la matière première vienne. Je mets de côté l'aspect sécurité du alimentaire, mais une denrée qui viendrait d'un pays lointain, si elle est intéressante, je trouve que c'est intéressant pour le consommateur et pour l'entreprise. Après, voilà, François et Maggie Doucet ont créé l'entreprise en 1969. Dès le départ, il y avait cette logique d'avoir un approvisionnement local, puisque c'est vrai qu'on a la chance d'être dans une région où il y a des amandiers et des arbres fruitiers, donc on en profite. Donc là, il y a 2 ans, on a planté 8 hectares d'amandiers. Cette année, on a remis 2 hectares en plus, donc ça fait 10 hectares d'amandiers sur oraison, qui vont nous permettre d'avoir 10% de notre besoin. Donc ça, on aimerait bien, nous, à terme, avoir 30-40% d'amandiers en propre. On va pas aller au-delà, et cette année nous le rappelle bien, il y a eu un épisode de gel important. Sur notre commune à Oraison, c'est 100% de destruction. Il y a 40 hectares d'amandiers, on a un voisin, il a tout perdu. Donc voilà, on va pas se mettre en risque sur nos approvisionnements en prenant uniquement approvisionnement Oraison de Provence. On va rester français, c'est déjà très bien. Prioritairement Provence, dans la mesure du possible, mais on va aussi acheter des amandes en Corse, en Occitanie, puisqu'on trouve des productions de qualité et à nos critères attendus. Et après, sur les fruits, c'est la même logique. On prend les pommes, les poires du côté de Sisteron, l'abricot dans la Drôme. Et là aussi, difficulté cette année avec le gel. Il y a eu énormément de pertes sur les abricotiers. On est en train de sécuriser ça pour cette année. On devrait trouver la variété qu'on utilise, l'oranger de Provence, mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais en tout cas, on va continuer, nous, parce que ça fait partie de notre ADN et qu'on voudrait même aller plus loin, c'est acheter des fraises, des framboises dans les Bouches-du-Rhône et le Luberon pour pouvoir avoir encore. Aujourd'hui, c'est 75% de notre production qui est faite avec des fruits de Provence. On voudrait pouvoir monter à 80-85%. Après, c'est évident que l'ananas, la mangue, on les trouve pas par chez nous. Vous avez par exemple choisi de planter des amandiers. Est-ce que ce serait possible d'imaginer que vous plantiez d'autres arbres fruitiers pour vos propres consommations ou... Oui. Je pense qu'on aimerait bien planter des abricotiers. D'accord. Parce qu'on utilise une variété qui se fait de plus en plus rare, qui s'appelle l'oranger de Provence. Et donc, pour pouvoir sécuriser nos approvisionnements, on pourrait envisager ça, dans un avenir assez proche. Et c'était ça aussi l'objectif du fait de planter des amandiers, c'était vraiment pour sécuriser vos approvisionnements, ou est-ce qu'il y avait un autre et puis c'était en fait, François Doucet Confiseur, on est partie prenante de la filière amande de Provence depuis le début, et c'est un projet qu'avait François en fait. Il voulait planter des amandiers, il avait analysé des parcelles dans la région. Les variétés aussi, Fer-Agnès, Lorane, Fer-Aduel, donc des variétés autochtones. Et c'est vrai que quand on a eu l'opportunité de pouvoir faire ce partenariat avec une agricultrice, ses enfants
ça a été une vraie satisfaction. Ils ont eu le sentiment d'accomplir le rêve de leur père, en fait, en plantant ces amandiers-là. Et c'est aussi pour ça que la famille s'investit dans la fête de l'amande dans le village. Donc ça a une dimension sociétale. Au-delà de l'enjeu économique pour l'entreprise, c'est aussi un engagement de la famille Doucet par la fête de l'amande, par cette plantation, pour soutenir cette filière. D'accord. Et d'un point de vue plus gustatif, qu'est-ce qui fait une bonne amande? À quoi est-ce qu'on la reconnaît? C'est vrai, moi j'aime bien la Lorane, la Ferragnès, Ouais. sans problème. C'est celle que je conseillerais, même en termes de forme, par rapport à nous, notre fabrication, quoi. Une personne qui ferait une dragée de mariage, bon, il veut des amandes différentes des nôtres. Elles sont beaucoup plus plates. Hein. Nous, on préfère qu'elles soient un peu plus charnues, si possible. Bon, après, Un peu plus ronde, vous voyez, comme un peu le ballon de rugby, là. Voilà. Et c'est assez Après, large. c'est vrai que la Lorane et la Ferragnès, moi, c'est mes favorites, quoi, dans les amandes que je côtoie ici, quoi. C'est pour ça qu'on a planté ça sur notre propriété, Voilà. enfin sur la parcelle de l'agricultrice avec qui on travaille. En tant que forme, et ouais, sont bien en chair, etc. Et d'un point de vue du goût, ça change quelque chose ou... Après, torréfaction, c'est pas très visible, honnêtement, il faut le savoir. Mais l'intérêt, il est surtout au niveau de la forme. Et l'amande française est beaucoup plus charnue, je te rejoins, que l'amande d'Espagne qui va être un peu plus plate. Donc notre choix, il est qualitatif. Et en plus, sociétal, c'est dans la mesure du possible, autant faire travailler nos voisins. C'est du bon sens. C'est vrai. Et comment ça pousse une amande? Combien de temps est-ce que ça prend? Quand on plante des arbres qui ont 2 ans. C'est important de les irriguer sur les premières années, sinon on peut perdre les plants. Donc pour avoir le moins de mortalité possible, on va irriguer. Et puis au bout de 5 ans, on va pouvoir faire les premières récoltes. Donc nous, on a planté il y a 2 ans des arbres qui avaient 2 ans déjà, donc ils ont 4 ans cette année. Donc l'année prochaine, si tout va bien, on va pouvoir commencer à récolter les fruits, donc ils seront en coque. Donc c'est une récolte qui se fait un petit peu comme la manière de l'olivier, je ne sais pas si vous avez en tête, mais on prend, ou même la vigne, hein, tu vas secouer le pied de ton arbre, ça va tomber dans une corolle, et ensuite on va amener ces fruits donc, en coque dans ce qu'on appelle un cassoir, qui va venir casser l'amande pour extraire le fruit. Et derrière les amandes, elles sont calibrées. Donc c'est ce que disait Nicolas, on aime bien, pour certaines recettes, on a 3 calibres hein, chez Doucet. Et donc, suivant le calibre de l'amande, sa taille, on fera différentes confiseries. Et après, comment est-ce que vous les travaillez une fois qu'elles ont été justement extraites de leur coque? Donc nous, elles nous arrivent en sac de 25 kg. D'accord. Voilà. Donc elles sont toutes torréfiées. Torréfiées avec un gommage par-dessus. Donc c'est une légère couche de sucre, entre guillemets, qui va éviter les transferts de matière grasse de l'amande avec le chocolat. Voilà, donc cette amande, elle est torréfiée, elle peut être aussi pralinée. Est-ce que vous l'émondez? Non. Ça, on se sert de l'amande émondée essentiellement pour faire une pâte d'amande en poudre qui nous sert dans certaines confiseries. Voilà. C'est vrai qu'on fait nous-mêmes ce choix d'avoir la torréfaction, c'est une étape en plus, mais maîtriser la température, le temps de torréfaction, ça nous permet de maîtriser le goût. C'est vrai qu'on fait vraiment une différence. Si l'amande n'est pas suffisamment torréfiée et torréfiée à cœur, le produit est quand même moins aromatique. Moins aromatique, et dans le temps il se conservera aussi moins. Bon, peut-être moins pour l'amande, mais qui se conserve relativement bien. Mais une noisette, vous allez vite avoir un goût de ranciment aussi. Puis la pellicule de la peau de l'amande permet aussi de fixer aussi la recette. D'accord. Elle a un intérêt, la peau. La peau de l'amande, oui, surtout au pralinage. Si vous voulez que le sucre colle sur l'amande, il faut la peau, c'est mieux. D'accord. Alors s'il n'y a pas la peau, vous allez rencontrer des problèmes. Ouais, mais par contre, pour faire la pâte, il vaut mieux l'enlever. Voilà, donc là, pour la pâte, de pâte d'amande en poudre, donc celle-là, on va l'appliquer par exemple sur les fruits confits. Vous voyez, le fruit confit, donc il est découpé en carrés. Hein, donc chez notre fournisseur, ça va être des carrés de fruits confits environ de 9 mm par exemple. Ça peut être citron, orange, gingembre. Et donc un carré, bon, pour enrober, c'est pas génial. Donc on va appliquer cette poudre d'amande dessus et on va avoir une petite boule sur laquelle on pourra appliquer le chocolat. Qu'est-ce qui fait une bonne pâte d'amande par exemple, pâte de fruits, quand on en refait chez soi? À quoi est-ce qu'il faut prêter attention? Déjà, c'est la matière première. Déjà.
Après, il y a la façon de la faire, comme on en a parlé tout à l'heure. Si tu aimes bien la framboise, c'est parce que voilà, elle a peut-être le goût de framboise et non pas de caramélisation ou d'autres. Elle a vraiment le goût de fruits. Moi, j'aime bien la texture, en fait. Je trouve que c'est ça qui, quand on regarde, on fait des fois des essais avec différentes pectines. Je trouve que pour moi, l'indicateur clé de la pâte de fruits, c'est sa texture, qui doit être assez ferme, mais fondante à la fois. Et c'est toute la difficulté, en fait, de la pâte de fruits. Écoutez, merci beaucoup. En troisième partie et en dernière partie du coup de cette interview, je vous propose de vous prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Tout d'abord, c'est quoi la confiserie parfaite pour la fête des mères? Parce que c'est bientôt. Donc laquelle serait idéale selon vous? Alors moi, j'ai pensé à... ma femme est une maman et elle adore le chocolat noir. Et donc moi, je pense que pour elle, une amande Vietnam, ce sera parfait pour elle. Alors, moi, je vais dire le contraire. Moi, je prendrais un velours d'amande. Voilà, où il y a beaucoup plus de douceur. On en prend un, on mange beaucoup plus après. On prend du poids aussi. Hein. Pour ça. Bon, moi, je pense qu'il faut manger bon en quantité raisonnable. C'est ça. Plutôt que d'essayer de manger plus light. C'est la vie du confiseur. Sinon, j'aurais pas de métier, quoi. Les Alpes de Haute-Provence en 3 saveurs, ça donne quoi? Amande, lavande et pomme. Ouais, abricot, olive. Bon, après, nous, on fait pas l'olive, hein, mais c'est vrai que... L'olive, Oui, vous disiez que vous aviez déjà essayé, donc pour les 50 ans, de faire des confiseries à partir de toutes ces saveurs. Oui, on a fait, donc il y avait donc l'amande enrobée de lavande. Après, je pense aussi, tu vois, au miel de lavande. On achète du miel à 10 km d'ici, et on fait, alors on n'appelle pas ça une pâte de fruits, c'est un gélifié, mais c'est excellent. Alors, on n'est peut-être pas objectifs tous les deux, mais, non, c'est vrai, ouais. Mais on te fera goûter. Tu as l'impression d'avoir la cuillère dans le pot de miel. Dans la texture, tu sens la texture du miel, et c'est du miel, du sucre, de l'eau. Voilà. Et on a fait, là j'ai eu une demande d'un producteur de miel qui est venu à nous amener son miel. Elle habite sur Oraison, elle nous a amené son miel, et elle est repartie avec des petits palets ronds de confiserie qu'elle vend sur les marchés avec son miel. C'est vrai qu'il y a le miel aussi dans les saveurs de votre produit. C'est vrai, c'est bien d'essayer d'associer les saveurs de la région vraiment avec notre travail. Après, il faut que le client soit au rendez-vous aussi. Hein, et oui. Parce que bon, on a fait des choses originales, mais bon, des fois, c'est pas évident que ça suive. Hein. Mais c'est pas grave, on essaye. Ça peut personnellement me plaire, mais bon, après, il n'y aura pas de suite au niveau de commercial, quoi. Bon. Ça, c'est le jeu. Hein, bon. C'est le jeu. Moi, j'aimais beaucoup l'amande, le pralino à la fleur d'oranger, par exemple. Et c'est un de ceux qui a le moins marché. Ouais. Et à côté de ça, il y en a un qui marchait bien et qu'on a gardé. C'était justement une noisette enrobée de praline, de nougatine. On l'avait pas encore lancé, on a réussi à le faire. Et il a trouvé ses consommateurs, du coup, on l'a gardé. C'est quoi, chacun de vous, votre moment préféré pour déguster une pâte de fruits? Le moment idéal? Moi, c'est facile. Comme je fais les tests, en général le soir, dans la journée, le lendemain, ils sont gélifiés. Et donc, le matin, je les goûte. Et moi, voilà. C'est le petit goûter, si j'ai un petit coup de mou, en fin de journée, vers 4-5 heures, ouais, je me lève, je vais prendre... c'est vrai qu'on est à la source, hein, je vais prendre une petite pâte de fruits à la poire, hein, et voilà, ça me remet mon petit coup de boost pour bien terminer la journée. Vous ne deviez plus créer qu'un type de confiserie, ce serait lequel? Voilà, ce serait un choix, Cornélien, c'est trop dur. Ça, c'est chez l'entreprise qui va parler, mais la pâte de fruits en ce moment se porte très bien. Donc si on devait faire un choix, on continuerait à faire des pâtes de fruits. Toi, de ton côté, Nicolas, qu'est-ce qui t'offre le plus de possibilités de création? Tu vois, où est-ce que tu t'amuses le plus? Est-ce que c'est plutôt dans les pâtes de fruits? On fait énormément de recettes en chocolat. Voilà, bon, la pâte de fruits, bon, on arrive toujours un peu au même résultat avec un fruit différent, quoi. En gros, bon, après on a même fait des pâtes de fruits cocktail, ouais. Donc du fruit, un petit peu aussi de rhum. Pour certains, ça peut être agréable. Voilà. Après, c'est vrai que le panel, le côté chocolat, c'est beaucoup plus diversifié parce que on enrobe un noyau, donc le noyau il peut être différent, donc ça peut être n'importe quel noyau, c'est-à-dire une noisette, une amande, une pistache, un noyau de céréales, etc. Un fruit confit, donc c'est hyper varié, et l'application des chocolats ou de la couche intermédiaire aussi.
Donc les chocolats, ça peut varier. En plus, dans les chocolats, on peut faire des inclusions. Vous voyez, donc c'est Ouais, le champ est infini dans le hyper chocolat. Il y a hyper un diversifié. Bon, Et si du coup, au contraire, vous ne deviez plus manger qu'un seul type de confiserie, là, ce serait lequel? je pense que ça serait une amande 66%, ça m'irait bien. Ce serait une amande chocolat noir. Ouais. Je reviens à mon amande Vietnam. Et si là, tout de suite, je vous demande d'essayer de créer une confiserie qui évoque les vacances d'été, qu'est-ce que vous feriez? Là, moi, je pense à mes enfants, donc je ferai quelque chose autour de la noisette avec du chocolat au lait, et puis vacances d'été, j'essaierai de mettre un peu de fruits aussi dedans, et puis un petit peu de sel aussi pour la mer. Voilà les bases. Après, à Nicolas de trouver la recette. Je ne me suis pas projeté là-dessus, mais bon, c'est vrai que bon, l'été et le chocolat, bon, l'été on mange plutôt des glaces, hein. Donc on trouverait peut-être quelque chose avec pas trop de chocolat dedans déjà, pour que ça puisse se transporter. On ne s'en mettrait pas trop sur les doigts et partout ailleurs. Donc voilà, ben, nous on fait les pralines, donc avec Savando par exemple, bon celle-là, ben, ça fait penser aux chouchous belges ou autres. Ouais. Bon, nous c'est des bases d'amandes ou de noisettes, donc bon, il faudrait penser à quelque chose dans ce sens-là, quoi. Je sais pas que je veux abandonner le chocolat, mais pour l'été, c'est plus compliqué, ou alors se lancer dans de la pâte de fruits qui peut se transporter aussi, donc quelque chose comme ça. Le chocolat, je le garderai pour l'hiver. Parfait. Et bah écoutez, maintenant j'ai 6 dernières questions. Donc Ronan, plutôt fruits ou chocolat? Chocolat. Nicolas, plutôt amande ou noisette? Amande. Ronan, abricot ou figue? Abricot. Nicolas, pâte de fruits ou bouchée chocolatée? Joker. Parce qu'on fait Cœur de fruits, comme ça t'as les deux. Ouais, un cœur de fruits, ouais, pourquoi pas. Et enfin Ronan, tradition ou innovation? Allez, tradition. Bah écoutez, merci tous les deux pour ce moment, c'était très intéressant. J'ai appris plein de choses, même si on veut refaire des pâtes de fruits à la maison. Merci à toi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine en compagnie d'Adrien Salavert. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!